Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à tous dans ce journal. Voici les titres de ce dimanche 2 février. La 4e cérémonie des Magritte consacre Ernest et Célestine. Le film d'animation remporte 3 trophées. Une fête du cinéma belge sur fond d'inquiétude. Nous verrons que les artistes ont tous dénoncé le changement de leur statut. La NVA, grande victorieuse des élections du 25 mai prochain, le parti nationaliste ne veut pas en douter. Il vote cet après-midi ses objectifs à long terme. La Serbie a décrété l'état d'urgence. L'armée se mobilise. En Autriche, l'Europe de l'Est est paralysée par une vague de froid qui a déjà fait 15 morts en Roumanie. Compter les oiseaux de son jardin. Comme chaque année, Natagora organise son week-end de recensement pour répertorier les volatiles qui peuplent encore nos régions. Des trophées pour les artistes du cinéma belge hier soir et des pommes pour les politiques, rouges ou vertes, qu'importe pourvu qu'on les mange jusqu'au trognon. C'est le principal message que l'on retiendra de la 4e cérémonie des Magritte. Des artistes inquiets de perdre le statut qui leur a permis d'arriver jusqu'au tapis bleu des Magritte. Et c'est tout le monde politique venu au premier rang de la cérémonie qui en a pris pour son grade. Aurélie Fogli. Des flashs, du strass, bref, une soirée glamour qui s'annonce. Mais hier, à l'entrée des Magritte, il y avait aussi ceci, une pomme et une centaine d'artistes venus protester contre la réforme de leur statut. Leur symbole donc la pomme de Magritte. Leur message, ceci n'est pas un statut. Un message qui s'est invité à l'intérieur même de la salle. Elle n'est pas verte, mais c'est une pomme. Au premier rang des spectateurs, les ministres. Bonsoir. Je voudrais dire aussi aux ministres qui sont devant moi que si j'avais pas eu mon statut d'artiste, je ne serais pas là. Je ne serais pas là pour recevoir ce prix. Parce que j'aurais dû faire un autre métier. Ce statut offre une protection sociale et financière aux artistes, si tant est qu'ils l'obtiennent. Car pour eux aujourd'hui, avec la réforme, les conditions d'accès sont devenues trop strictes. Et pourtant, tous le répètent, cette aide est essentielle. Il ne faut pas oublier que pour faire un film, le réalisateur, il le porte d'abord tout seul pendant, je n'oserais pas dire des mois, mais des années. Il faut qu'il parvienne à convaincre. Et pendant toute cette période d'écriture, de réécriture, de consultation avec des producteurs, voilà, il faut qu'il continue à vivre. Et je pense que cette période-là, son statut d'artiste lui sert beaucoup. Mais au-delà des conditions de vie, pour les artistes, c'est aussi la culture qui est en jeu. Je me permets de demander aux éminentes personnalités politiques qui sont dans la salle ce soir de penser à défendre la culture, les artistes, la création, aussi après les élections. Hier soir, tous les artistes ont parlé d'une seule voix pour que leur travail puisse continuer à être célébré. Mais ce fut tout de même et heureusement la fête, l'heure des récompenses après parfois des années de travail, des larmes, de la sueur. 20 prix étaient en jeu hier soir. Le grand gagnant de la soirée, sans surprise, ce fut le film d'animation Ernest et Célestine qui remporte 3 Magritte. Meilleur film, meilleur son, meilleur réalisateur pour le tandem Patard et Aubier. Le reportage d'Hugues Daillet. Et le Magritte du meilleur film est attribué à Ernest et Célestine. Au terme d'une cérémonie de près de 3 heures, Émilie Dequesne met fin à un faux suspense. Le film d'animation Ernest et Célestine est sacré meilleur film de l'année. Il y a 1 an à Paris, il remportait le César du meilleur film d'animation et à Hollywood, il concourt pour l'Oscar face aux productions Disney. Si les Magritte oubliaient ce film, ils se ridiculisaient. En tout cas, Patard et Aubier ont le triomphe modeste. C'est une belle surprise. En plus, là, pour le coup, on est prophète dans notre pays, comme on peut le dire. Voilà, donc ouais, c'est un super prix. Dans quel état d'esprit vous êtes à un mois des Oscars? Ça va, on a acheté les billets. Et puis, non, mais c'est... oui, en fait, on ne sait pas très bien comment ça se passe. On ne se rend pas bien compte de là où on va mettre les pieds quand on racontera après. Ernest et Célestine est une coproduction avec la France. C'est aussi le cas du film Une place sur la terre qui a valu à Benoît Poelvoorde son premier Magritte du meilleur acteur. Mais la star belge, épuisée par les tournées promo de son nouveau film, n'est pas venue chercher son prix. Pauline Etienne. La jeune Pauline Etienne, lauréate du Magritte de la meilleure actrice à 25 ans, l'est aussi grâce au film d'un réalisateur français, La religieuse de Guillaume Niclou, d'après le roman de Diderot. Est-ce qu'il faut à tout prix un agent français pour pouvoir vivre de ce métier?
J'aimerais bien pouvoir dire que c'est possible sans, mais je pense que c'est important, parce que c'est des gens qui s'occupent de nous, c'est des gens qui vont nous protéger. Et pour moi, personnellement, c'est un pied dans chaque pays. Et même, j'aimerais bien beaucoup plus travailler en Belgique, parce que pour l'instant, je n'en ai pas eu l'occasion. Bref, l'ombre écrasante du cinéma français planait sur les Magritte, qui copient d'ailleurs les Césars, à tel point que certains lauréats s'en mêlaient les pinceaux. Et puis, je voudrais partager ce Magritte. Voilà, pour le cinéma. Au chapitre politique, l'ANVA termine son week-end de congrès aujourd'hui. On a vu vendredi que le parti de Bardo-Wever a décidé de faire feu de tout bois, le socio-économique et le communautaire, et ne doute pas un instant d'une large victoire au lendemain des élections. Alors, on va joindre par téléphone Imad Messoudi qui se trouve à Anvers, où l'ANVA va faire voter dans quelques instants les objectifs qu'elle espère atteindre à long terme. C'est ça, Imad ? Oui, Adja, c'est fondamental ce qui se passe ici à Anvers. La NVA ne renie pas son ADN, sa raison d'être, l'indépendance de la Flandre. Mais pour les 10, les 15 ans à venir, le parti nationaliste s'offre une raison d'être en attendant cette indépendance. La NVA se donne un programme dans une nouvelle Belgique, une Belgique confédérale avec deux pôles forts, la Flandre et la Wallonie. Ce matin, c'est environ 2000 personnes qui étaient présentes pour d'ultimes votes concernant certains points encore en débat de ce nouveau texte, sur la dotation à la famille royale par exemple, ou sur le caractère non permanent d'un mécanisme de soutien envers l'une des deux régions en difficulté économique. Des tout derniers votes dans une ambiance bon enfant. Il y a un groupe de musique, des baby-foot, des consoles de jeux. Les militants NVA, on en a vu beaucoup, sont vraiment sur un petit nuage avant les discours de clôture de ce congrès. Ben Waite et surtout Bart de Wever vont prendre la parole cet après-midi. Un discours qui risque de faire date, Adja. Le confédéralisme d'abord, l'indépendance ensuite. Merci Imad Messoudi. Ce midi sur nos antennes, Laurette Ankelings, la vice-première ministre, était l'invitée d'Olivier Marois. Elle a réagi au congrès de la NVA. À l'entendre, le discours des nationalistes flamands ne s'est absolument pas adouci. Écoutez-la. L'avantage de ce congrès de la NVA, c'est qu'ils disent les choses clairement. Le président du congrès a dit « ce congrès, c'est un premier pas vers l'indépendance de la Flandre ». Donc c'est clair, au niveau institutionnel, ils restent sur leur idée forte. L'indépendance, c'est tout le contraire évidemment de ce que l'on pense au PS. On veut protéger le pays pour protéger l'ensemble de ses habitants. L'un des musées les plus spectaculaires, les plus surprenants en Belgique, c'est le musée de la police fédérale. On y trouve des hippocampes, des colibris et de nombreux autres animaux exotiques empaillés. On ne le sait pas assez, mais le trafic d'animaux exotiques est le 4e le plus important au monde. Des sommes colossales sont en jeu et l'avenir de la planète aussi. Adeline Bohin. Un colis postal parmi tant d'autres, mais son contenu est quelque peu différent. À l'intérieur, on trouve une défense d'éléphants. Le trafic animalier n'est pas un phénomène nouveau, mais on a tendance à l'oublier. Il reste tout de même le 4e commerce illégal après celui de la drogue, de la contrefaçon et du trafic humain. Les contrebandiers deviennent de plus en plus inventifs et ingénieux. Ici, par exemple, dans le pantalon de ce voyageur, la douane y découvre des oiseaux morts. Chez nous, les espèces retrouvées le plus fréquemment par les douanes sont les caméléons, les oiseaux, mais aussi les hippocampes séchés. Waarschijnlijk bedoeld voor verwerking in traditionele Chinese medicijnen. Waarvoor het goed is, heb ik zelf geen idee, maar de Chinezen geven daar fortuinen voor. En een deel heb ik zelf in beslag genomen in een decoratiewinkel. En dat diende om in goudverf te dopen en in die kerstboom te hangen als decoratie. En 2013, 1000 rhinocéros ont été victimes de braconnage. C'est 50% de plus qu'en 2012. C'est l'un des plus gros business. La corne de rhinocéros transformée en poudre est supposée avoir des vertus médicinales. Et ce chiffre a 50 000 € par kilo. Mais à côté de ce commerce d'animaux morts, il y a aussi tout un réseau de trafic d'animaux protégés. Année après année, le phénomène continue. Nous vivons dans un monde de design et beaucoup ne se contentent plus d'un petit oiseau dans une cage ou d'un poisson rouge. Les gens veulent quelque chose de spécial, de différent. Et bien entendu, ils sont prêts à payer très cher pour un oiseau, pour un reptile, pour une tortue, spécialement quand il s'agit d'une espèce rare. Et ici aussi, les techniques évoluent. Dernièrement, les douanes ont retrouvé des grenouilles d'une espèce rare dans des boîtes de pellicules photo. Ce trafic d'animaux vivants représenterait en tout 19 milliards de dollars par an.
Attention, si vous comptez prendre le 411 en direction de Namur, un camion provenant de Slovénie se rendant en Grande-Bretagne s'est renversé à hauteur de Resteigne au kilomètre 106.6 tôt ce matin. Le camion transportait des panneaux solaires qu'il a fallu dégager durant toute la matinée. Et à l'heure où je vous parle, la chaussée est toujours fermée à hauteur de la sortie 24 en Zine. Une déviation est mise en place via la Nationale 40 en direction de Ouélin. Des embarras de circulation qui ne sont rien face à ce qui se passe en Europe de l'Est. Une vague de froid s'est abattue sur toute la région. Plusieurs pays sont touchés. À Budapest, par exemple, la circulation des poids lourds est interdite. À Belgrade, plus d'1 millier de personnes se sont retrouvées bloquées pendant plusieurs heures sur une autoroute. Valentin Boigelot. Des vents violents jusqu'à 167 km/h en Serbie, où la tempête de neige a forcé les autorités à déclarer l'état d'urgence. L'armée vient secourir les habitants en difficulté à l'aide d'hélicoptères, car la circulation est désormais interdite sur de nombreuses routes. D'où ces files de camions aux différents postes frontières avec le pays, les poids lourds s'accumulent bloqués par la tempête. En Autriche, la situation semble plus calme, elle n'en est pas moins dangereuse. Le risque d'avalanche est très important, l'armée est là aussi sur le terrain. Nous venons vérifier la situation. Notre but est de prendre contact avec la population. Nous allons en particulier vers les maisons qui risquent de s'effondrer. Au danger des chutes de neige s'ajoute le danger du froid. En Roumanie, la température est tombée à moins 18 degrés et l'on dénombre 15 morts depuis le début de la semaine. Une situation inquiétante également en Pologne, dans l'est du pays, où certains villages sont totalement coupés d'accès à la nourriture. Pire encore, en cas de nécessité, les ambulances ne pourraient même pas se rendre sur place. Il y a des personnes à Varsovie qui se moquent de notre situation. C'est une honte, ils rigolent de nous. Il ferait bien de nous donner de l'argent pour ces routes, pour retirer toute cette neige. L'Europe de l'Est paralysée donc et sur le pied de guerre, le risque de nouvelles chutes de neige reste présent dans plusieurs régions. Hier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Madrid pour défendre le droit à l'avortement. Aujourd'hui, les ultra-conservateurs leur donnent la réplique. Ils appellent à manifester pour soutenir le gouvernement espagnol dans sa volonté de limiter l'interruption de grossesse à des cas exceptionnels et d'annuler donc la loi de 2010. Nous rejoignons à Madrid notre envoyé spécial. Esmeralda Labi, c'est une manifestation qui s'adresse au gouvernement de Mariano Rajoy, mais aussi à l'Union européenne. Oui, tout à fait. C'est une manifestation qui a un double objectif au niveau national. Les ultra-conservateurs qui sont derrière moi ne veulent pas parler avortement aujourd'hui, non. Ils demandent au Parti populaire au pouvoir d'aller plus loin et de rouvrir un dossier, celui du mariage homosexuel et de l'adoption par des couples homosexuels. C'est pourtant acquis en Espagne depuis 2005. Et au niveau européen, c'est une autre revendication puisque cette manifestation a lieu ici à Madrid, mais aussi dans 5 autres capitales européennes. Ils veulent dire stop à la familiphobie. Je m'explique, ils estiment qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, il y a des menaces graves sur la famille traditionnelle, comprenez le père, la mère et les enfants, et qu'on veut accorder trop de droits aux gays, aux lesbiennes, aux transsexuels, aux bisexuels, et que ça c'est dangereux pour le socle familial traditionnel. Merci Esmeralda Labi. De toute évidence, il n'y a pas beaucoup de monde derrière vous. Élections législatives dans un climat explosif aujourd'hui en Thaïlande. Depuis plusieurs semaines, le pays est au bord de l'insurrection, coupé en deux entre les campagnes du nord pro-gouvernemental et la capitale, Bangkok, acquise à l'opposition. Depuis quelques jours, les affrontements ne se font plus à coups de slogans, mais à coups d'armes à feu. François Mazur. L'image témoigne à elle seule de la scission qui déchire aujourd'hui la Thaïlande. D'un côté, il y a ceux qui veulent empêcher l'élection, qu'ils qualifient de mascarade. De l'autre, ceux qui veulent voter et qui reconnaissent ainsi la légitimité du scrutin. Résultat, dans les bureaux de vote, le chaos le plus total. Les manifestants dénoncent un gouvernement corrompu qui profite de l'ignorance du plus grand nombre pour s'accrocher au pouvoir. À la tête de celui-ci, la première ministre Yingluck Shinawatra. Elle a refusé de démissionner comme le réclament les manifestants et a proposé ces élections législatives pour sortir de la crise. On en est bien loin. Chacun a le droit d'exprimer son opinion et les manifestants ont le droit de protester contre le gouvernement. En revanche, j'estime qu'ils ne peuvent pas empêcher les autres citoyens d'exercer leur droit de vote. Et dès hier, les violences ont pris une inquiétante ampleur.
Au volant de sa voiture, cet opposant au pouvoir, coincé à un carrefour par les supporters du gouvernement, s'est fait une belle frayeur. Le ton est clairement monté entre les deux camps et des armes à feu ont désormais intégré le conflit. Des scènes de guérilla urbaine durant lesquelles au moins 6 personnes ont été blessées, dont un photographe américain. Le ministère belge des Affaires étrangères a conseillé aux résidents belges de Bangkok de limiter leurs déplacements aujourd'hui. Le vote est désormais clôturé en Thaïlande, mais les violences, elles, sont loin d'être terminées. Les résultats seront connus demain. Il est 13h15, restez avec nous dans quelques instants. Tous à vos poils, celles qui permettent de faire voler les crêpes, car c'est la chandeleur, une tradition qui remonte au 5e siècle. Et puis nous irons prendre l'air dans la région de Virenvoin-Val. 340 personnes participent à une course d'orientation à l'orée du bois de Nîmes. Et enfin, dans le journal des sports, il y aura du football. Nous reviendrons sur les défaites de Mons et de Charleroi. Si vous avez du temps libre cet après-midi, pourquoi ne pas aller compter les oiseaux de votre jardin? C'est très sérieux. Chaque année, Natagora, l'association Protection de la Nature, organise un week-end de recensement des oiseaux. Les données collectées permettent d'étudier le changement de comportement des volatiles. Reportage à Esneux en région liégeoise, Benoît Huc, Eric Destiné. Plusieurs fois par jour, Ariane s'approche doucement de cette fenêtre, son poste d'observation. D'ici, impossible de les rater. Vous avez vu quelque chose? Oui, une mésange charbonnière, donc petit oiseau, on la reconnaît parce qu'elles ont la tête noire, et alors elle se pose sur l'arbre, puis elle observe et elle repique dans la mangeoire, elle va chercher sa graine, qu'elle ne mange pas à la mangeoire, elle retourne à l'arbre. Comme Ariane, ils sont plus de 10 000 ce week-end derrière leurs jumelles en Belgique francophone. Pendant 2 jours, ils espionnent les oiseaux en visite dans leur jardin. Ils les comptent et notent leurs commentaires qu'ils renvoient à l'association Natagora. D'une part, il y a un but de sensibilisation du grand public par rapport à la biodiversité dans les jardins. Et d'autre part, ça nous permet de collecter un nombre très substantiel de données par rapport aux oiseaux communs de notre pays. Mésanges bleus, mésanges charbonnières, rouge-gorge, pinsons sont quelques-unes des espèces les plus observées, sans oublier bien sûr les moineaux domestiques. Ceux vraiment que je vois le plus ici, ce sont les moineaux, et j'en vois de plus en plus chaque année. Parce qu'ils ont de quoi se loger pendant l'hiver. On a du lierre, il y a des trous dans les vieilles pierres de la maison. Ces données sont collectées depuis 10 ans. Il y a aujourd'hui une plus grande diversité d'espèces observées avec quelques nuances. Par exemple, le moineau friquet est en diminution année après année, alors que c'est un oiseau qui était relativement fréquent, il est en diminution. On suspecte l'industrialisation des milieux agricoles d'en être la cause, la disparition des haies et de leur nourriture. Par contre, un autre exemple qui est en augmentation, c'est le chardonneret. Le chardonneret est de plus en plus observé dans nos jardins et on peut le favoriser, par exemple, en plantant de la cardère, qui est une espèce qui est hautement appréciée par le chardonneret en hiver. En moyenne, on compte entre 30 et 40 espèces d'oiseaux dans nos jardins, à vos jumelles. Vous l'aurez sans doute remarqué, le soleil brille aujourd'hui et ça tombe bien parce que c'est la chandeleur. Alors quel lien me diriez-vous entre l'astre solaire et la crêpe? Eh bien regardez, vous allez tout comprendre grâce à ce reportage de Sarah Hendricks qui nous explique les origines de cette tradition gourmande. Dans ce restaurant de Mons, on cuit des dizaines de crêpes par jour. Sucrées ou salées, elles deviennent ici gastronomiques. C'est en fait l'un des mets les plus anciens d'Europe centrale. À l'époque païenne, on mangeait déjà des crêpes pour leur forme ronde, comme le soleil. C'était à l'époque l'occasion de commémorer le soleil renaissant. Le but était, avec les fins des moissons de l'hiver, de pouvoir comme ça élaborer des galettes plates cuites sur une pierre au soleil renaissant, pour espérer que le printemps arrive à nouveau et puisse favoriser de nouvelles récoltes et la prospérité, bien sûr. La Chandeleur, c'est aussi la fête des chandelles. Dans son restaurant entièrement dédié au siècle des Lumières, Raphaël en allume 80 tous les jours. La chandelle est associée au cierge que les chrétiens récupéraient à l'église le 2 février. Mais ici encore, ce sont d'abord les païens qui embrasaient des flambeaux au retour du soleil. Ces flambeaux, bien sûr, au Moyen-Âge, se sont transformés en chandelles dans les églises particulièrement, puisque la civilisation judéo-chrétienne a repris des traditions païennes, souvent, pour séduire les païens, afin, comme ça, d'aller vers le christianisme.
Au fil des siècles, la Chandeleur s'est accompagnée de superstitions et de dictons. Ce matin, au marché de Mons, ils étaient dans tous les esprits et dans toutes les langues. Au roi, saut des pois, à candeler tout d'aller. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, les jours rallongent un peu à la fête de la galette des rois. Et maintenant, et ça rallonge beaucoup plus à partir de la Chandeleur. On va faire des crêpes avec une pièce d'or en main pour avoir beaucoup de chance. L'hiver meurt ou reprend vigueur. Je crois qu'il est mort aujourd'hui. Hein? Pourtant, un autre dicton nous dit que si le soleil brille à la Chandeleur, l'hiver reviendra en force. Si comme moi vous n'avez aucun sens de l'orientation, sachez que vous pouvez y remédier en vous entraînant. Il existe un cercle d'orientation. Il organise chaque année une course qui rassemble des centaines de participants et c'est ce week-end. Elle a lieu à Viroinval. Un seul principe à retenir, si on n'a pas la tête, il faut avoir les jambes. Michel Toussaint. Séance studieuse à l'orée du bois de Nîmes. Voici une partie des 340 participants à la course organisée ce week-end par le Cercle d'orientation du Hainaut. Une course qui démarre plutôt lentement. On retrace nos postes sur la carte avant de partir. Ça veut dire quoi, ça, retracer des postes? Tous les endroits par lesquels on doit passer avant d'arriver. Les passages obligatoires. Mais entre les passages obligés, les concurrents doivent courir et surtout retrouver leur chemin dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, ils devront parcourir 15 km en équipe de 2 sur un terrain parfois très accidenté. Oh, terrible. C'est gai, non? Oui, mais ça c'est gai, on se défonce bien là. Oh. La technique pour descendre est souvent très spectaculaire. C'est qu'il faut rejoindre la prochaine balise au plus vite et pas question d'en rater une. À cette balise est attachée une pince avec des petits pics, comme vous pouvez voir, qui ont une forme particulière. Et en pinçant de la sorte, on laisse une empreinte sur un carton. Cette empreinte sera contrôlée à l'arrivée pour voir si les participants sont bien passés. Les élites, enfin les meilleurs coureurs, 15 km à vol d'oiseau, ils vont en faire entre 20 et 22 certainement. Et alors, au-delà, pour les personnes moins habituées qui vont peut-être faire des erreurs de cheminement. Jusqu'à combien? 25, 30? Oui, ça peut aller jusque-là. Autrement dit, les moins doués en orientation ont intérêt à avoir de bonnes jambes et vice-versa. Les meilleures équipes sont celles qui ont les deux. Il faut un la tête et l'autre le physique. En tout cas, c'est super. Franchement. Pour la 30e? Ouais, c'est vraiment un super beau parcours. Avec plein de dénivelés, des beaux coins, des beaux endroits à voir. C'est très exigeant. Voilà, ouais, des beaux paysages, très exigeants, oui, mais bon, d'un côté, si on se prépare pour, faut pas venir ici en touriste, hein. Ça c'est sûr. Bon courage. Surtout à vous. Ah oui, c'est vrai, c'est nous. Merci. À l'arrivée, ce couple dans la vie est désormais couple dans le sport. La première fois qu'on fait un tour comme ça. Ah oui? Oui. Vous n'êtes pas disputé pour le chemin à prendre? Non, parce que moi, j'ai choisi le chemin. Elle doit suivre. Ah ouais. La semaine prochaine, le club organisera une promenade d'orientation pour les familles. Cette fois, plus de courses et de performances, mais c'est promis, il y aura encore de belles glissades pour les enfants. Oh mais vous êtes là, Pierre Robert. Bonjour. C'est l'heure du journal des sports. On revient tout d'abord sur la victoire du Standard. Absolument. Le 17e succès des Rouges cette saison. Une victoire très nette dans les chiffres. Vous allez découvrir les images. 4-0 pour le Standard. Avec tout d'abord un doublé de Michi Batshuayi. Un but pour Ezekiel et le dernier, le 4e donc, de Paul-José Mpoku sur penalty. Le résultat et la manière, ce qui réjouissait l'entraîneur liégeois Guy Leuson. Il est au micro de Pierre Depré. On l'écoute. Je suis vraiment très content de l'engagement, de l'attitude de mes joueurs et de ce qu'ils ont montré sur le terrain. On a bien commencé le match comme on l'avait fait à Lokeren et ça montre que semaine après semaine, les joueurs restent concentrés et engagés pour donner le maximum. Et si le Standard a le sourire, du côté de Charleroi et Mons, c'est plutôt la soupe à la grimace. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Le départ in extremis de son buteur David Paulet n'arrange pas les affaires du Sporting de Charleroi. Les Zèbres se sont inclinés à domicile face à Ostende. Mons a bien résisté, mais a finalement été battu au club de Bruges. Thibaut Rinchon revient sur ces deux rencontres. Continuer à espérer tant bien que mal, tenter d'éviter l'inévitable passage par les playoffs 3. C'est l'objectif montois, un objectif devenu mission impossible au fil des semaines. Hier soir encore, l'espoir a diminué face à Bruges. Mons souffre mais résiste. Les occasions sont principalement brugeoises. Les Dragons redressent un peu la barre, continuent à y croire.
Mais la résistance montoise prend fin à 9 minutes du terme. But de Gudjensen, mais cette fois, voilà un peu d'orgueil montois. Une égalisation arrachée quelques minutes plus tard. Trop beau pour être vrai. 2-1, tout s'écroule à la dernière minute de jeu. Je pense qu'on prend beaucoup trop facilement des buts et quand on a le bonheur d'en marquer à Bruges à la 86e minute, on est obligé de repartir avec quelque chose et non, malheureusement on part les mains vides, donc c'est très dur à avaler. À Charleroi, la soirée n'a pas été bien meilleure. Si je dois résumer le match, on est encore des enfants, on est gentils. Nous, on nous casse un nez et on regarde. Et voilà, eux vont à l'abordage, vont au duel. À l'abordage pour les Ostendais, dès la première minute de jeu, pas de pitié. Et une rencontre déjà terminée pour les Zèbres. L'addition aurait pu s'alourdir en première mi-temps avec un éventuel pénalty. Hier, Charleroi n'est jamais parvenu à faire la différence. Kaya, Milicevic et Paul est parti durant le mercato. Ce sont les 3 joueurs clés des Carolos qui ont mis les voiles. Reste à espérer que Charleroi ne le regrette pas. Charleroi et la direction ont une opportunité énorme financière de vendre les 3 joueurs. À partir de ce moment-là, moi je travaille par rapport au projet qui a été fait, par rapport au contrat que moi j'ai signé. Donc je continue à travailler avec les joueurs qui sont en place. Les dernières grosses occasions n'y feront rien. Une deuxième défaite en 2 semaines et plus que 6 points d'avance sur les playoffs 3. Allez, on jette un coup d'œil sur les résultats et classements de cette 24e journée de Pro League, Pierre. Oui, vendredi, Anderlecht avait subi son 7e revers de la saison au Liers. Hier soir, victoire donc du Standard de la Gantoise, défaite de Mons. Partage entre Waasland Beveren et Courtrai. Succès en déplacement d'Ostende à Charleroi et du Racing de Genk, j'ai envie de dire enfin, au club malinois à 18h. Zulte Waregem Lokeren sera la dernière rencontre de cette 24e journée de championnat. Au classement, le Standard compte 10 points d'avance sur Anderlecht et le club brugeois. Dans la seconde colonne, Charleroi est 12e avec 6 points d'avance sur le premier club concerné par les playoffs 3. Mons est plus que jamais lanterne rouge. Pour notre équipe nationale de futsal, c'est déjà terminé au championnat d'Europe. Et oui, c'est terminé. Hier soir à Anvers, les Belges devaient s'imposer par un écart de 3 buts contre l'Ukraine. La Belgique n'a pas pu faire mieux qu'un partage, 0-0. L'aventure s'arrête donc déjà dès les éliminatoires pour la Belgique, dont l'objectif était d'atteindre les quarts de finale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est raté. Eh bien, tant pis. En tennis, ce week-end, la Belgique dispute à Astana, au Kazakhstan, une rencontre du groupe mondial de la Coupe Davis. Oui, menée 2-0 à l'issue des 2 premiers simples, la Belgique entretenait l'espoir en remportant le double samedi. Ce matin, David Goffin en rouge était opposé au Kazakh Kukushin. Le Liégeois s'est offert un nouveau match marathon, mais cette fois, Goffin s'est imposé 6-0 dans le 5e set en 3h16 minutes. La Belgique égalise à 2 points partout. Le match décisif oppose en ce moment Memmelmans au Kazakh Golubev et le résultat est de 3-1 en faveur du Kazakh. Un rendez-vous à ne pas manquer en cyclocross. Il s'agit du championnat du monde organisé aux Pays-Bas. Oui, la Belgique est encore et toujours la grandissime favorite. Sven Nys pourrait décrocher une 3e couronne mondiale à Hoogerheide. Ce sera en direct sur la 2 à partir de 14h40 avec aux commentaires Kevin Papen et Gérard Bullens. Toujours plus haut, la devise olympique plus que jamais d'actualité pour David Lavillenie. Oui, en Pologne, le perchiste français a signé un authentique exploit. Lavillenie a effacé une barre placée à 6,08 m, soit à seulement 7 cm du record mythique de Sergueï Boubka, le tsar de la discipline. Un record à la portée du français, déjà peut-être en 2014, pourquoi pas. Impressionnant. Et puis une page du basketball américain se tourne. David Stern, qui a révolutionné la discipline, s'en va. Et oui, le big boss de la NBA cède le témoin à Adam Silver. David Stern est l'homme qui a fait du basketball américain une formidable machine de guerre. Si le basketball américain est connu aux 4 coins de la planète, c'est à David Stern, la personne qui a des lunettes, donc qui le doit. See you, Mr. David.
See you soon. Yes. Mais le sport qui va mobiliser ce soir plus de 100 millions de téléspectateurs, c'est la finale du Super Bowl et c'est du football américain. Oui, la 48e finale qui mettra aux prises Denver à Seattle. Et en termes de chiffres, tout est démesure, Adja. Pensez donc 30 000 € pour suivre la rencontre dans une loge, avec aussi au passage 3 nuits d'hôtel quand même, il ne faut pas exagérer. Un spot publicitaire de 30 secondes se négocie à près de 3 millions d'euros. De la folie. À propos de sport, Adja, je n'ai pas résisté à celui-ci. Question, qui est l'acteur et qui parodie-t-il? Dites-moi tout. Un pongiste belge. Non, c'était pas ça. Vous avez reconnu l'acteur. J'ai pas bien vu. On peut le repasser? Est-ce qu'on peut le repasser là? Parce qu'on nous a pris un petit peu de cours. On est en direct, donc on va le revoir. Il n'y a pas de raison. Non, c'est pas possible. Attends, je regarde bien. Regardez bien. Ah, Arnold. Avec le turban, c'est Björn Borg. Et il pousse le grand chic jusqu'à se mettre à une table de tennis de table pour se moquer de ce grand champion qui était Björn Borg. Et pour cette publicité, il a quand même touché la modique somme de 2 200 000 €. À ce prix-là, je veux bien imiter Borg un tout petit peu. Je pense qu'on doit demander tout de suite une augmentation. Sans problème, demandez ça immédiatement. Merci beaucoup. Voilà, avant de passer à la météo, sachez que ce mois de janvier a été particulièrement doux, 6,1 degrés de moyenne au lieu des 3,3 habituels. Et ça va continuer puisqu'il fait beau, presque printanier ce dimanche. Il y a de belles éclaircies, même si quelques nuages subsistent sur le sud du pays. Les températures sont douces et seront comprises entre 3 et 8 degrés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon appétit si vous passez à table et à tout à l'heure, 19h30 sur la Une, bien sûr. Ce dimanche soir sur la RTBF. Sur la Une, après 5 ans d'absence, la tante casse-pied de Clem s'installe à la maison. C'est inédit. Sur la 2, Game of Thrones saison 2. Les clans rivalisent pour le trône de fer. Sur la 3, en compagnie de Baudouin Rémy, Olivier Marois fait le point sur l'actualité politique de la société.